Bon, on va changer d'univers. On n'est on n'est plus du tout sur les mêmes choses. On va parler un peu de l'accompagnement, j'allais dire, de ce qui va se passer avec l'IA et comment les modèles, les concepts traditionnels peuvent nourrir la perspective d'innovation. Alors, c'est assez intéressant parce qu'ici, on est dans un espace moderne, dédié à l'innovation, à l'insurtech, et juste à côté de nous, on a le donjon de Niort. Un peu plus comme ça te va? Alors, c'est un paradoxe, cette juxtaposition histoire-modernité. C'est très européen, ça résume la richesse et la complexité de la pensée européenne qui imprègne notre façon d'innover. Le nouveau monde a une différence, c'est qu'il préfère s'occuper de l'avenir que du passé. Mais l'Europe et la France se distinguent par un processus de sédimentation lente, où les signes de la contemporanéité, c'est difficile à dire, se juxtaposent aux traces toujours vivaces des époques antérieures. Donc ça donne des choses comme ça. Hein. Cette sédimentation, que rappelle en filigrane certaines traditions religieuses, scientifiques, linguistiques, est en fait, pour qui sait s'en saisir, un formidable terreau d'inspiration. Alors, quelques définitions. La tradition, ça c'est un peu le formol. Hein. Mais tradition, ça vient du verbe latin tradere, qui veut dire faire passer à un autre, remettre, transmettre. Ce n'est pas un concept qui est figé dans le passé, c'est un concept qui est issu du passé, mais qui étymologiquement s'incrémente à chaque passage et évolue à chaque transmission. Et donc, c'est un processus qui n'a aucune raison de sentir la naphtaline. La tradition, d'ailleurs, joue avec l'excellence. On a des exemples en mariant des méthodes traditionnelles avec des outils ultra modernes. Vous avez par exemple chez les compagnons du devoir des gens qui conçoivent des escaliers à l'ancienne avec des machines à commande numérique qui sont pilotées par ordinateur, mais qui sont pensées et dessinées par l'homme. Donc la tradition peut servir à la technologie. Alors, l'innovation. L'innovation, la nouveauté, sinon rien, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque innovare en latin, ça veut dire renouveler, inventer, changer. Mais nous savons par ailleurs qu'il n'y a pas de création ex nihilo. On ne peut pas créer à partir de rien. Et donc, on est plutôt dans un processus de recombinaison permanente. Et ça a été théorisé il y a plus de 2000 ans par un monsieur qui s'appelle Démocrite et qui avait déjà la vision atomiste de la vie. Donc, l'innovation, c'est comme les microbes. Ça ne vient pas par génération spontanée. Il serait simpliste de la confondre avec la nouveauté. En effet, comme l'innovation recombine l'existant, elle se nourrit autant du passé, enfin du nouveau, pardon, que de l'ancien. C'est ça qui est intéressant. Ce qui change, c'est la nouveauté de la perspective. Ce qui change, c'est la nouveauté de la perspective créée, et c'est la rupture qui en découle. Ces ruptures peuvent être très violentes dans leurs conséquences pour le monde dans lequel elles émergent. Alors, on a eu par le passé des innovations techniques de rupture, provoquant des bouleversements probablement plus importants que ceux que l'IA va provoquer, qui ont paradoxalement remis la tradition au goût du jour. Alors, je pense à l'avènement de l'imprimerie avec Gutenberg,
qui est une révolution d'abord technique, mais qui va provoquer une révolution de la pensée. Elle permet l'accès à la Bible, le livre de la tradition, de façon individuelle et dans sa langue. Donc en ce faisant, elle va amener progressivement l'avènement de la pensée protestante et une nouvelle réflexion sur le bien commun qui va d'ailleurs être intéressante au moment de la création des mutuelles. Donc le dialogue entre tradition et innovation est plus riche, beaucoup plus riche que les termes peuvent le laisser penser. Alors chez Oratorem, notre boutique de formation au pitch, nous avons fait notre miel de cette inspiration de la tradition pour innover. Au moment de concevoir les concepts méthodologiques de formation au pitch, nous sommes allés voir de façon assez naturelle ce qui se passait chez les start-upers californiens, où globalement les modèles sont assez empiriques et on n'y a pas trouvé de clés méthodologiques intéressantes pour les publics français qui sont assez rationnels et qui ont besoin d'explications. Du coup, on s'est tourné vers le passé avec curiosité en nous efforçant de revenir le plus près des sources en préférant les textes originaux aux exégèses ultérieures. Ce parcours nous a amenés à la tradition orale romaine avec ses boss, Cicéron et Quintilien, qui sont de formidables organisateurs et qui nous donnent des modus operandi, c'est-à-dire des modes d'emploi prêts à l'action. Mais pour comprendre les concepts qu'ils proposent, il faut remonter encore un cran plus haut, il faut aller voir les Grecs, avec Démosthène et Aristote. Alors, Aristote, c'est le boss du game, hein. C'est le ChatGPT personnifié avant l'heure. Il sait tout sur tout, il écrit et il théorise tout le savoir classique. En faisant cette démarche, nous sommes tombés sur des trésors méthodologiques qui nous ont permis d'innover et de structurer des concepts pédagogiques, opérationnels, simples, efficaces pour les publics du monde numérique d'aujourd'hui, qui ont pour principale qualité d'être des gens pressés, avec un niveau d'attention assez faible. Malgré tout, les modèles classiques nous ont aidés à construire des outils pour fonctionner. Et je suis persuadé que ces modèles classiques ont une possibilité de jouer un rôle structurant dans un champ beaucoup plus vaste que la prise de parole. Car la pensée grecque est d'abord un modèle de conceptualisation du monde. C'est-à-dire qu'on nomme les choses, on catégorise, on organise, on modélise. Évoquons de façon non exhaustive quelques principes classiques qui sont encore très pertinents de nos jours. Le premier principe, c'est maîtriser les fondamentaux de la logique. Pour être capable d'une pensée dialectique, c'est-à-dire conflictuelle, qui permet de développer l'esprit critique. Alors ça, c'est très intéressant pour l'IA, parce que ces vertus de logique, cause-conséquence, vont nous permettre, en input de l'IA, de mieux structurer notre demande, de produire nos prompts de façon cohérente et rigoureuse, et de pouvoir les améliorer dans le processus d'itération. La deuxième vertu de ça, de la logique, c'est que quand on va recevoir les outputs de l'IA, on va être capable de les analyser et de déceler s'il y a lieu les hallucinations, de décoder les deepfakes et de ne pas prendre pour argent comptant ce qui sort de l'IA. Et la troisième chose intéressante, c'est qu'il faut surtout garder son indépendance d'esprit de façon à ce qu'on capitalise sur la proposition qui a été faite par l'IA en se l'appropriant et en l'améliorant à titre personnel. Le deuxième principe, qui est assez curieux pour nous aujourd'hui, c'est de rechercher des modèles harmonieux et stables qui soient plus basés
comme chez les anciens, sur des modèles ternaires que sur des modèles d'opposition binaire classiques dans le monde anglo-saxon ou dans le monde technologique. Alors, on va citer quelques modèles, il y en a plein d'autres célèbres que l'on peut revisiter en ces temps d'IA. Alors, il y en a un qui est le trivium, qu'on a un peu oublié, qui fait partie des arts libéraux et qui comporte la grammaire, la logique et la rhétorique. Dans la logique, on a quelque chose que vous connaissez dans vos études, c'est thèse, antithèse, synthèse. Et dans la rhétorique, on a un ternaire qui est le ternaire, de la rhétorique, c'est ethos, logos et pathos. On a aussi, chez les Grecs, une vision du temps qui est ternaire, qui n'a rien à voir avec celle qu'on a nous aujourd'hui. Il y a le temps qu'on connaît qui est chronos, le temps de la montre, mais il y a aussi le temps cyclique des saisons, aion, et il y a, et c'est intéressant pour l'IA, le kairos, qui est le temps des opportunités et qui est le temps de la disruption. Hein? Pensée ternaire a longtemps été une solution pour arriver à des phénomènes de synthèse qui dépassent les oppositions. Ça permet de créer des consensus et de bâtir des briques solides pour avancer. Le troisième principe qui est peut-être le plus important dans mon propos, c'est que les Grecs nous invitent à éduquer méthodologiquement l'individu pour lui permettre de structurer sa pensée de façon autonome. Il s'agit plus aujourd'hui de réapprendre à penser que de stocker les connaissances, puisque les connaissances, elles sont dans la machine, dans l'iPhone, dans l'ordinateur, etc., dans l'IA. Et donc, avec Socrate, d'accepter qu'on n'a plus besoin de tout savoir, mais par contre qu'il faut consolider notre capacité à raisonner, car c'est le seul garant de notre esprit critique, par rapport notamment à ce que va nous proposer l'IA. Alors, c'est donc l'homme qu'il faut renforcer pour faire face aux confusions nées de la rupture à venir. L'IA est inéluctable, elle est là, elle arrive, avec son lot de peur, de bouleversements des métiers, des problèmes nombreux d'éthique, et elle risque de provoquer un chaos dans nos systèmes organisationnels et éducatifs. Et ce qui aide l'homme à se structurer dans le chaos, c'est sa capacité à penser, pour savoir sans cesse se réinventer. Donc l'héritage de la tradition, habitué à bien d'autres bouleversements, peut nous aider dans cette construction qui embrasse les champs de l'éducation et de la formation. Pour conclure, je vous dirais que en latin, traditio, c'est transmission, mais en grec ancien, tradition, ça se dit paradosis. Le préfixe para, ça veut dire à côté d'eux, et dosis, ça veut dire le don, le cadeau, l'offrande. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Ah, une question. Alors, je ne sais pas si elle peut recombiner des choses que l'IA ne peut pas combiner. Mais bien sûr, on a fini, de toute façon, on en est aux questions. Mais c'est pas moi qui ai pris du retard. Je tiens à le dire. Voilà. Question difficile. Oui, évidemment que si on lui fournit les bons éléments de recombinaison, elle va être capable de nous donner des solutions. Moi, ce que je dis, c'est qu'après, les solutions, il faut les challenger et vérifier et se les approprier surtout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de penser, quoi. Donc moi, ce que je vous invite dans la réflexion, c'est à continuer à construire la pensée pour dialoguer avec l'IA et continuer à exister en tant que supérieur à l'IA.
Voilà.